Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir et particulièrement grandir au niveau professionnel. La mission de ce podcast, c'est de pouvoir inspirer les entrepreneurs et les coachs à remettre ou à mettre leur santé au cœur même de leur business plan. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un entrepreneur qui, petit, rêvait de 1000 vies et qui, aujourd'hui, vit une vie à 1000 facettes. Il est à la fois diplômé en philosophie, comédien, blogueur, auteur, conférencier, chanteur, cavalier, praticien PNL, chroniqueur, professeur à la Solvay Business School et fondateur de la Eagle Academy. Vous l'avez peut-être deviné, c'est Fabien Delahaut. Fabien s'est donné comme mission d'élever les petites et moyennes entreprises qu'il pouvait toucher. Par son académie, il enseigne les meilleures techniques de marketing, de communication, aussi bien approuvées scientifiquement que sur le terrain. Il vous permet d'avoir une communication percutante, car une communication tiède ne fait ni chaud ni froid. Mais comment fait-il? Comment fait-il pour avoir autant d'énergie sur les planches lorsqu'il présente, lorsqu'il joue son one-man show ou en formation durant de nombreuses heures? Eh bien, je vous invite à découvrir et à écouter son expérience de vie et son expérience d'entrepreneur et ses conseils pour justement maintenir la motivation, maintenir l'énergie et toujours pouvoir se remettre en question. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas, comme d'habitude, mettez vos commentaires, abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines interviews. À très bientôt. Eh bien, bonjour Fabien, très heureux de pouvoir t'inviter et te recevoir aujourd'hui dans ce podcast, le podcast In Shape to Grow, qui est le podcast qui se veut inspirer les entrepreneurs à remettre leur santé au cœur de leur business plan. Alors, comment vas-tu aujourd'hui, Fabien? David, je vais bien. Je te remercie. Je suis assez excité à l'idée de cette interview. J'aime toujours ce genre d'échange parce que, curieusement, on vient te demander des choses, on vient te poser des questions. Et alors même qu'on te les pose, ces questions, tu découvres toi-même des vérités un peu à la sauce socratique, la maïeutique en l'occurrence. Et donc, je sais que grâce à ton questionnement, je vais sans doute moi-même découvrir des choses que j'ignore encore. Donc, je suis vraiment excité. Eh bien, je le souhaite, je nous le souhaite, parce qu'effectivement, ces échanges, ces connexions avec des entrepreneurs qui ont mis leur santé au cœur même de leur business plan, c'est vraiment, je trouve, inspirant pour moi-même aussi, qui connais la plupart des entrepreneurs que j'ai jusqu'à présent interviewés. Mais il y a toujours quelque chose qui sort, effectivement. Donc, je m'en réjouis aussi. Est-ce que tu me permets d'abord de revenir sur quelques étapes importantes de ta vie? Allons-y. Allons-y. Alors, une chose que j'ai appris, c'est que dès 4 ans, tu faisais pleurer les dames. Et tu faisais pleurer ton institutrice. Alors ça m'a vraiment, je trouvais que pour un début, c'était pas mal. Et donc, parce que tu avais eu probablement une conversation, alors il n'y a que elle qui peut effectivement en témoigner, une conversation qui l'avait marqué et qui l'a fait pleurer. C'est juste? C'est juste. Et donc, à ce moment-là, parce que tu avais évoqué un sujet effectivement d'adulte, un sujet très fort qui est la mort, tu as commencé à réfléchir sur ce que tu voulais faire et tu as, dans un esprit en plein développement, déjà imaginé 1000 vies. Et je trouvais cette expression vraiment très, très intéressante. Tu avais envie de vivre 1000 vies. Et figure-toi que ma petite fille, pas plus tard qu'il y a 2 jours, parce qu'elle est un petit peu malade en ce moment, et elle avait une conversation avec sa maman et elle disait qu'elle voulait devenir institutrice, chef d'école, chef de pays, dentiste. Donc voilà, je pense qu'il y a comme ça quelques petits personnages de cet âge-là qui veulent vivre 1000 vies, mais on apprend dans ta biographie que voilà, la pression des parents ne permet pas spécialement de devenir saltimbanque. On aurait un monde peut-être plus coloré si on avait plus de saltimbanque. Et donc, tu te diriges finalement vers des études universitaires et tu étudies la philosophie, quelque part, en cohérence avec les 1000 vies, et tu te lances en 1989
dans ces études de philosophie. Et tu te poses les questions de savoir où va-t-on, que fait-on, quelle direction prendre, et petit à petit, tu les apprends, ou en tout cas, tu découvres la richesse de tous les philosophes qui nous ont précédés. Est-ce que jusque-là, avec toutes ces questions, tu avais déjà un intérêt pour le sport, pour le bien-être, ou est-ce que c'était surtout une démarche très mentale, très intérieure? C'est une excellente question. Je suis quelqu'un d'assez cérébral. C'est pas moi qui le dis, c'est tous mes coachs, parce que j'ai beaucoup de coachs, on y viendra sans doute, dans des domaines différents. Et assez systématiquement, cela revient, ce côté cérébral. Maintenant, tout petit, quand j'étais gamin, c'était pas comme aujourd'hui. On n'était pas geek, on n'avait pas des tablettes, des PlayStation, on ne légumait pas dans un canapé, on allait dehors le plus souvent possible. Moi, je faisais du vélo comme un fou, je faisais du foot comme un fou. Donc, j'étais toujours en activité physique, mais j'ai envie de dire que c'était le lot d'à peu près tous mes camarades, parce que la culture était celle-là. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai fait du football très tôt et puis j'ai pratiqué d'autres sports. Mais par contre, très tôt aussi, les questions philosophiques se sont posées chez moi, puisque cette dame que j'ai fait pleurer, c'était une institutrice, puisque j'avais compris que j'étais mortel et pour elle, c'était un choc. En même temps, je lisais ce matin un philosophe contemporain qui expliquait que la plupart des grands philosophes se sont toujours attardés sur pourquoi être et comment mourir. Philosopher, c'est apprendre à mourir, dit-on. Mais disait-il, il y a deux beaux âges pour apprendre la philosophie, c'est le très jeune âge et le très vieil âge. Parce que arriver au monde, c'est moi qui le dis, c'est arriver tout droit du néant. Partir du monde, c'est repartir vers le néant ou partir vers le néant. Donc, c'est intéressant de pouvoir philosopher très jeune, mais on ne fait pas ça. Qui propose à des enfants de philosopher? Non, on ne fait pas ça. On nous explique de bien nous tenir à table et je plus sois. On nous explique aussi voilà, l'arithmétique, mais on ne nous explique pas à quoi ça sert d'exister. Non, non, clairement. Clairement, et aujourd'hui, je pense que à travers les derniers mois qu'on a vécu, les plus jeunes ne se rendent peut-être pas compte, mais les ados s'en rendent compte. De savoir, tiens, mais dans quelle direction notre société se dirige. Et donc, à ce moment-là, tu fais du vélo, tu fais du foot. J'ai aussi appris dans ta biographie que tu avais appris le tennis par toi-même et que du coup, après, tu avais dû faire marche arrière. Donc, oui, on voit que du cheval aussi, du cheval très très tôt, à l'âge de 6 ans, et ça ne m'a pas quitté. Ah d'accord. Donc tu as commencé très tôt aussi le cheval, hein, qui est une grosse partie de ton quotidien, de ton équilibre aujourd'hui. On pourra en parler tout à l'heure. Et du coup, après ces études de philosophie, tu ajoutes une vie, hein, puisque jusque-là, tu avais une vie d'enfant, une vie d'ado, une vie de philosophe. Tu ajoutes cette vie en débutant un MBA à Solvay en 93 et 94, enfin entre 93 et 94. Et puis, tu réalises un autre rêve et tu t'inscris au cours Florent. Ça, c'était vraiment un élément essentiel pour toi dès le plus jeune âge, avec ces 1000 vies, de pouvoir revêtir 1000 habits, parfois tous différents, mais comme tu le dis, quand on écoute tes différentes interventions sur ta chaîne YouTube, c'est à chaque fois une renaissance. Même si tu as fait la même pièce 10 fois, tu vas avoir à chaque fois des sensations et des impressions différentes. Donc jusque-là, tu as vraiment une recherche d'expérience. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà cette idée d'entrepreneuriat en tête, ou est-ce que tu étais en train d'être dirigé vers quoi? Vers un gut feeling ou justement cette soif d'expérience? D'abord, c'est essentiellement des pulsions. La philosophie, c'est une pulsion. Je voulais vraiment mourir le moins idiot possible. Et comme j'avais pas mal d'angoisse existentielle, c'était les seules études qui me paraissaient dignes de ce nom pour les traiter. Mais mon père, ingénieur, voyait ça d'un mauvais œil, il voulait que j'ai un diplôme alimentaire. Et donc, quand je me suis lancé dans le MBA à Solvay, qui est pour
peut-être des amis qui ne seraient pas belges, c'est une école de commerce très reconnue dans le pays. Tout de suite, j'y suis allé en me disant, je deviendrai acteur et si j'entame des études pour apprendre à devenir un chef d'entreprise, un gestionnaire, ce sera pour créer mon propre théâtre. Donc, mon ambition était déjà d'être indépendant, mais dans le domaine artistique, culturel en tout cas. Mais ça se rejoint, hein, je voulais. Camus dit que l'acteur peut vivre sans vie. Moi, j'étais encore plus ambitieux et je voulais créer mon propre théâtre pour m'offrir les rôles qui m'intéressaient. C'est ça l'idée. M'offrir ces fameuses vies que je ne vivrai jamais. Jamais je ne serai Henri V, si ce n'est peut-être en montant la pièce de Shakespeare. Jamais je ne serai Cyrano de Bergerac. Et c'était la raison pour laquelle je m'étais lancé dans ce MBA. Et d'ailleurs, c'était la 2e ou 3e année à Solvay du MBA. Et j'ai été le premier à demander qu'on ait un cours sur l'entrepreneuriat parce que à ce moment-là, on formatait les étudiants, on les formate toujours dans les universités, il ne faut quand même pas se leurrer, on fabrique des consultants, essentiellement. On fabrique des cadres. Aujourd'hui, on les appelle des managers. Dommage, parce que le mot cadre est tellement plus clair, plus juste. Il dit que le manager est celui qui pose le cadre. Mais moi, ça ne m'intéressait pas, puisque je souhaitais explorer. Ce qu'on ne dit pas assez aujourd'hui quand on évoque l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneur, c'est l'explorateur d'hier, ou l'explorateur d'hier, c'est un entrepreneur déjà. Les entrepreneurs sont des explorateurs. Ils doivent explorer des terrains de prime abord en friche et les défricher. C'est comme ça qu'on différencie, c'est comme ça qu'on trouve son océan bleu. Et j'avais eu la chance d'inviter dans l'un des masterminds Christian Buchet, qui est un historien et un passionné de la mer. Et tu as peut-être vu cette vidéo qui est absolument remarquable d'intelligence. C'est d'une luminosité rare et il commettait un parallélisme fascinant entre la période de la Renaissance et la nôtre. Oui. Donc, voilà, il y avait 4 éléments, je ne vais pas revenir sur ces 4 éléments qui caractérisaient la Renaissance et on en a 3 sur 4 aujourd'hui. Il y a quelque chose qui sonne ici, je ne sais trop ce que c'est, mais voilà, c'est terminé. Et donc, il disait aussi que les explorateurs d'alors, c'était des entrepreneurs. Évidemment, on ne se lance pas à l'assaut des océans juste pour découvrir. On y va parce qu'on veut découvrir de l'or, peut-être, pour effectivement aussi monétiser le voyage. Donc, parfois, les gens veulent aux entrepreneurs de « ces gens sont des grippe-sous, des pique-sous. » Et c'est un mauvais procès. La plupart des entrepreneurs, Dieu sait si j'en connais, j'en forme et j'en coach tellement, n'ont absolument pas l'argent pour moteur. C'est fou à quel point le kidam se trompe à ce sujet. Mais complètement. Le plus souvent, c'est une recherche de liberté d'abord. Et donc, on ne veut pas être inféodé, on ne veut pas être dans un système et se laisser broyer. Donc, on crée le système. Si tu ne veux pas être broyé par le système, tu crées ton propre système, ce que j'ai fait comme des millions d'autres. Tout à fait. Et cette recherche de liberté, parfois, elle se fait justement aux dépens de sa santé, de sa qualité de vie, soit familiale, soit sociale. Est-ce que jusque-là, on a parlé de ta période sportive en tant qu'enfant, adolescent, mais est-ce que jusque-là, tu t'es posé la question de ce corps par rapport justement au fait que tu étais fort cérébral? Est-ce que tu t'étais déjà posé la question de savoir, tiens, mais est-ce que mon esprit a un impact sur le corps? Comment je peux amener mon corps à être au service de mon esprit? Est-ce que tu avais déjà eu une réflexion? Très intéressant comme question. D'abord, le sport a donc toujours fait partie de ma vie, intégralement. Et quand tu te lances dans des études de théâtre, ça devient ton outil de travail premier. Donc, tu peux être autant cérébral que tu veux, tôt ou tard, c'est ton corps qui est ton porte-voix. Il l'est de toute façon. Et très rapidement, j'ai compris que je ne pourrais pas traverser l'existence, je n'aime d'ailleurs pas ce terme, vivre, être dans l'existence sans soigner un minimum mon enveloppe charnelle. Je l'ai compris. Je ne vais pas dire, et je ne dirai certainement pas aujourd'hui, que je m'en occupe à 100%, que je fais tout bien, loin s'en faut, mais nettement au-dessus de la moyenne, oui, ça c'est vrai, parce que j'ai bien conscience que je lui dois beaucoup.
Mm. Aujourd'hui, j'ai compris, il m'a fallu un peu de temps, que j'étais la personne la plus importante de ma vie et que mon corps est très, très important. Mais dans une famille élitiste intellectuellement, quand tu as un père qui te dit le foot, c'est 22 crétins qui courent derrière un ballon, tu dois quand même te débarrasser d'une chape de croyance. Je Bien n'irai sûr. pas jusqu'à dire que j'ai été ce héros-là, mais si on veut pousser un tout petit peu plus loin, les vrais héros sont bel et bien celles et ceux qui se débarrassent de leurs croyances. C'est une digression, pardon, mais devenir sportif dans une famille de sportifs, c'est facile. Devenir artiste dans une famille d'artistes, c'est facile. Devenir nazi, quand on est dans l'Allemagne nazie, eh bien, je peux comprendre. Je ne cautionne pas, je n'accepte pas, mais je peux comprendre. Et moi, si on me dit, oh mon Dieu, ces gens, quelle horreur. Oui, mais si j'étais né en 17 à Leidenstadt, commencez à voir. Par contre, le jeune Allemand qui est dans cette Allemagne nazie et s'extire de là, se sort de là, s'affranchit du système, lui est le véritable héros. Tout à Moi, fait. dans une très faible mesure, je l'ai été parce que mes parents n'étaient pas sportifs pour un huissou, il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille. Donc, dans ces mesures-là, je me suis arraché à une forme de fange, mais ça reste raisonnable. Raisonnable, mais il a fallu le faire, il a fallu braver de nombreux obstacles, effectivement. Et si on continue un petit peu sur ta ligne du temps, en 1998, donc tu deviens même chargé de cours en communication à Solvay. Un an plus tard, tu deviens formateur en marketing. Donc déjà là, peut-être pas 1000 vies, mais tu as déjà fait quelques vies avec, j'imagine, quelques passages sur les planches également, donc endossant le rôle de différents personnages. D'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de voir sur une de tes vidéos, je pense, d'ailleurs, le mantra des aigles, on voit quelques Ouais. passages sur les planches. Et en 2007, tu deviens maître en PNL, donc tu augmentes un petit peu finalement Le la manière praticien, dont oui. voilà, la manière de communiquer pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, en tout cas pour avoir un meilleur discours et une meilleure approche envers l'autre. Ça, c'est en 2007. Et en 2012, tu écris un livre, Le crime de l'orateur, pour apprendre aux gens à prendre la parole en public. C'est quelque chose que tu as toujours eu facile à faire, ça, prendre la parole en public? Je ne dirais pas que j'ai toujours eu facile à prendre la parole en public. Je pense que j'avais un don pour ça. C'est ça. Et euh, Brel, je pense, dit, c'est cette phrase célèbre qui circule systématiquement tous les ans sur les fils d'actualité de Facebook, que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Et si tu veux, mon fond, il est triste, fondamentalement. Alors, tu sais, dans les courses de chevaux, il y a des courses à handicap. Il y a des chevaux qui partent de plus loin ou avec du plomb sous la selle parce qu'on estime que sinon, ce n'est pas fair play. Ils vont trop vite. Moi, je suis parti dans la vie avec un handicap par rapport à l'optimisme. C'est ça. J'ai un fond triste, mais j'ai une pulsion de vie énorme. Et, et c'est ça, en fait, qui m'a permis de tomber souvent, mais de me relever toujours. Et je ne sais plus quelle était ta question, mille excuses. Je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dessus. Il y avait une bonne raison. Savoir si tu avais facile à prendre la parole en Voilà, public. exactement. Et donc, c'est pas que j'ai eu nécessairement facile, mais comme j'avais un immense besoin de communiquer, un immense besoin d'aller vers les autres, c'était impératif que j'apprenne à communiquer. Mais après, c'est du travail. Dès que tu veux atteindre l'excellence dans quoi que ce soit, tu travailles, tu travailles, tu travailles, ou en tout cas tu répètes énormément jusqu'au jour où tu franchis le point de bascule et ça devient facile. Alors on dit, oh, pour lui c'est facile, mais on ne voit pas les millions d'heures de travail. La PNL, à ce sujet, de façon plus générale, je la définis comme la modélisation de l'excellence et pas seulement en communication. Tu peux modéliser l'excellence de Roger Federer en tennis, tu vois, ou d'Hamilton en Formule 1. Tu peux aussi faire ça. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, en fait, j'avais tellement envie d'aller vers l'autre, tellement envie de partager, tellement envie de transmettre que de facto, j'ai travaillé la prise de parole en public.
ça et les nombreuses qualités que tu as aujourd'hui pour faire les différentes casquettes que tu as, hein, les différentes vies, parce que finalement, tu ne passes pas d'une vie à l'autre, mais tu les additionnes. C'est encore plus intéressant de pouvoir passer le lundi à telle casquette et le mardi à une autre et le mercredi encore une troisième. Donc, si je posais la question effectivement par rapport à cette prise de parole, c'est parce qu'effectivement, par rapport justement à cet handicap dont tu parlais tout à l'heure, le fait d'être dans une famille qui n'était pas sportive, mais qui n'était pas artistique non plus, malgré… Tu dis? Ni entrepreneur d'ailleurs, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Voilà. Mais on ne t'a pas laissé faire non plus. Il a fallu que tu prouves à la famille que tu pouvais décrocher un diplôme universitaire, alimentaire. Et donc, il a fallu quand même que tu maintiennes cette envie de communiquer, que, comme tu le dis, hein, qui est plus forte que tout. Et ça, je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure, pour pouvoir justement t'exprimer. Et justement, en 2013, tu crées un one-man show à partir de ton livre, alors. Oui. Oui, et tu dis? Et ça, finalement, passer d'un livre à la scène, là, fatalement, tu le disais, ton corps, même si tu es cérébral et que tu as mis des idées de prise de parole dans un livre, il faut pouvoir le faire passer dans un one-man show qui n'est pas une conférence, qui n'est pas expliqué, voilà, comme à Solvay, de manière très académique. Et donc là, c'est encore une autre manière de s'exprimer. Donc, comment est-ce que tu l'as vécu tout ça physiquement Bon, ok, j'aimerais pouvoir te dire que je suis fin stratège et que dès le départ, j'avais construit un programme, que la philosophie m'aiderait beaucoup dans mes formations, puisque ce sont des formations chez moi en marketing. Et effectivement, j'injecte beaucoup de philosophie dans mes formations marketing. Dès le départ, j'avais compris que je devrais monter à cheval parce qu'on ne sait jamais, ça peut survenir pour un rôle. J'aimerais dire ça et démontrer à quel point j'étais visionnaire. Ce n'est pas le cas. Tout s'est fait par pulsion. J'aime ce qui est pulsé, j'aime quand ça vient de l'intérieur. Pourquoi j'ai écrit le livre? Parce que je me suis dit, Mazette, je ne parviendrai jamais à former tout ce monde. Il y a trop de gens qui sont en panne face à la prise de parole, trop de gens qui ont la phobie de parler en public. Or, c'est une compétence littéralement première, notamment pour l'entrepreneur, mais j'ai envie de dire pour l'être humain en général, puisque nous sommes toujours déjà amenés à communiquer devant une personne, deux personnes, 100, 1000, voire plus, et sous-équipés. Sous-équipés, preuve en est, sur 10 personnes qui s'expriment, il y en a moins 9 qui commettent exactement les mêmes erreurs. À défaut de pouvoir former ou coacher tout le monde, je me suis dit, je vais écrire un livre. Bon, le livre, tu touches un peu plus de monde. Et puis, j'avais vaguement l'idée de transformer le livre en spectacle en me basant sur Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus de Wandre, que j'avais vu 2 fois. C'était plus sous format de conférence, mais j'avais trouvé que c'était tellement léger, fin, intéressant, drôle. Et je m'étais dit, je pourrais créer un spectacle qui soit à la communication ce que le spectacle de Wandre est au couple. Et ça a été de nouveau fortuit, puisqu'on m'a demandé, tiens, vous pourriez organiser un événement pour nos courtiers en assurance. Et j'ai dit, justement, je vais écrire un livre et je suis sur le point d'en faire un spectacle. En fait, ce n'était pas vrai. Mais comme je l'ai dit, c'est une de mes façons d'avancer vers mes étoiles, c'est de jeter les étoiles moi-même. Donc, c'est-à-dire me lancer des objectifs, les annoncer à tout le monde. Et puis, je suis bien obligé, quand les salles sont réservées, que les gars, ils m'avaient acheté, je sais pas, 2000 bouquins ou 1000 bouquins, je sais plus, à offrir à tous leurs courtiers le jour du spectacle. Ils m'avaient payé la moitié de mes honoraires. Et il fallait bien que je sorte quelque chose de terre. Je vais te dire, 2 mois avant, j'avais que le titre, Le crime de l'orateur, qui était préexistant. Et je jouais le 13 juin de mémoire. Le 1er avril, je n'avais pas écrit une ligne. Donc, tout s'est fait un peu à l'arrache. Et parfois, pour certaines personnalités, ça ne fonctionne pas. Pour d'autres, ça peut être un bon aiguillon dans le derrière. Et peut-être que quand tu travailles comme ça, sous forte pression, le jeu est plus beau. C'est toujours là, David, parce que là, je t'ai perdu. Oui. Et comme tu le dis, hein, tu m'entends? Tu m'entends? Je te récupère, oui.
Et comme tu le dis, effectivement, ça marche pour certains, d'autres vont être pris par le stress et vont être totalement en mode freeze. Et toi, ça t'a permis d'avoir justement l'énergie pour le faire. On reviendra sur cette partie-là parce que c'est ce qui m'intéresse dans le parcours des entrepreneurs. C'est que quand on te voit aujourd'hui, en 2021, après, comme tout le monde, 18 mois un peu particuliers, avec énormément de projets, on se dit, mais comment peut-on encore avoir autant d'énergie, et éventuellement autant de projets, parce que tu as encore des projets et des gros challenges qui arrivent. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir effectivement d'où tu puises cette énergie, parce que, et d'où ma question tout à l'heure, l'énergie, oui, on peut avoir des pulsions, mais tu le sais comme moi, il y a un moment où le corps il est fatigué. Et si on dépasse une ligne, on a beau avoir le coup de pied au derrière, il n'y a plus rien qui en sort. Et malheureusement, le burn-out, l'épuisement, peut être la situation de certains entrepreneurs. Mais on y reviendra dans quelques instants. Donc en 2013, tu as ce One Man Show qui était un succès. En 2014, tu deviens coach des speakers pour le TEDx à l'ULB, Université belge de Bruxelles. Et en 2015, tu crées la Eagle Academy, qui est ton école de formation qui permet justement aux entrepreneurs, aux petites entreprises et PME de s'élever. C'est vraiment le mantra de la Eagle Academy, c'est de pouvoir, grâce finalement à une chanteuse que j'ai également découvert, non pas j'ai découvert cette chanteuse dans ton mantra, évidemment, dans ta biographie, mais Marie Laforêt qui t'a inspiré finalement ta mission, celle que tu cherchais quand tu étais sur les bancs d'école en philo. Tu as eu ce Eureka qui t'a dit, ben voilà, moi j'ai envie d'élever les gens. Parce que cette compétence, tu te l'es développée pour toi-même, parce que si on revoit un peu ta ligne du temps, on voit que finalement, alors maintenant je ne sais pas, tu as peut-être eu des mentors, mais quand tu as 4 ans, on a une conversation avec son institutrice et puis probablement de nombreuses conversations avec ses parents pour pouvoir faire ce qui te faisait vibrer et qui n'a pas pu se faire comme tu voulais. Et, ben, il a bien fallu que tu t'élèves toi-même au-delà de tous ces obstacles. Et donc, en 2015, tu décides d'élever les autres. Est-ce que toi, jusque-là, tu avais eu des mentors ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était vraiment nourri de l'intérieur? On a tous des mentors. Tes parents sont des mentors. Parfois, malgré eux, Tintin peut être un mentor. Goldorak ou Octarus, pour moi, c'était aussi un mentor. Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, on a tous des mentors, certains professeurs qui te marquent. Finalement, le mentor, il t'accompagne pendant un temps. Après, tu le gardes avec toi, même s'il est loin. Et là, le soleil qui certainement me donne une drôle de tête, mais c'est pas bien grave. Et je ne sache pas qu'on puisse grandir tout seul. Il y a des expériences qui ont été menées là-dessus. Il faut lire Boris Cyrulnik, notamment Edgar Morin, leur dernier livre. Leur dialogue et surtout des âmes et des saisons de Cyrulnik pour bien comprendre, bien comprendre que sans les autres, on ne peut pas exister. Il y a eu des expériences d'ailleurs menées par un empereur romain, si je ne me trompe, qui avait laissé des bébés, mais tout seuls, ils sont tous morts. Donc, on ne peut pas survivre sans les autres. Et c'est vrai que parfois, on est dans un bain plus propice ou moins propice. Quoi qu'il en soit, on a les cartes. Après, notre job, c'est de jouer le mieux possible. On ne peut pas se plaindre des cartes qu'on tire, c'est comme au Scrabble, on ne se plaint pas des lettres qu'on tire. On crée le meilleur mot possible. Mais oui, bien sûr, j'ai eu des mentors. Est-ce que quelque chose a fait que j'étais plus éveillé que les autres? Est-ce que c'est lié à mon environnement? Je ne sais trop. Mais tu parlais de la pulsion. Quand à l'âge de 4 ans, tu anticipes déjà la mort, ça te donne une urgence à exister. Tu comprends très tôt qu'il n'y a pas de compromission à accepter pour ton bonheur. Et même s'il m'a fallu de nombreuses années pour passer de l'idée que je viens d'énoncer à sa mise en pratique. J'ai un ami qui est Eagle Coach d'ailleurs dans certains de mes programmes qui dit moi j'ai créé une entreprise pour être heureux et en bonne santé. Moi ça m'amène aussi à refuser des choses. Je pourrais parfois gagner plus d'argent, mais je sais que
ça nuirait à mon confort de vie, ça nuirait à mon corps, tout court. Oui. Alors, je ne l'accepte pas parce que j'ai trop de respect pour lui. Oui, clairement. Clairement, et c'est vraiment un élément sur lequel on va revenir en deuxième partie de cette interview. Donc ici, ma question, c'était effectivement par rapport à la Eagle Academy où tu veux élever les gens. C'est vrai que certaines personnes ont besoin de plus de soutien que d'autres. Les mentors que tu cites sont des mentors qui t'ont nourri, mais à moins que je me trompe, Francis Cabrel n'est pas venu un jour te dire j'ai chanté devant lui. J'ai chanté devant lui à Stafford lors d'un stage. Mais je crois que ma mère a été mon premier mentor. Ouais. Certainement, elle l'est toujours d'ailleurs. Souvent, quand j'ai des questions très, très pointues, comme c'est quelqu'un, elle est psychanalyste, elle a une connaissance de l'âme humaine pas banale. Aujourd'hui, un de mes grands mentors, c'est Pierre Deschamps, qui est chuchoteur, donc, éthologue, il dresse des chevaux, pour le dire de façon très sommaire, même si je dis le terme. C'est un homme d'une profonde, d'une grande sagesse. Et parfois, rien que de me dire, tiens, comment lui réagirait-il, et ça me recadre. Ouais. Parce que je suis un impulsif. Autant je suis impulsif, autant lui est calme et posé. Ce qui est utile quand on débourre un cheval difficile. Et donc, ils font partie de mes mentors. J'ai des professeurs d'université aussi, des coachs. Mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, ton mentor, c'est la personne que tu croises qui pose un regard sur toi, qui te dit un mot d'une certaine manière, avec une certaine couleur. Et c'est peut-être ce mot-là qui te fait avancer d'1 mètre ou de 50. Ouais. J'ai une amie qui dit il y a des paroles en plomb, il y a des paroles en or, devenons alchimistes, transformons les paroles en plomb en paroles en or. Et parfois, tu croises une personne qui a une parole en plomb et elle te plombe. Mais tu peux croiser une autre personne, qui qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, qui, elle, par une phrase, va éclairer ton parcours, un peu comme Michael Jackson quand il danse sur Billie Jean. Et c'est peut-être qu'une seule dalle qui s'éclaire, mais c'est une dalle. Et c'est énorme déjà. C'est ça que je veux dire, c'est que si tu es attentif, si tu es prêt, quand l'élève sera prêt, dit le proverbe chinois, le maître entrera. Donc, si tu es toujours déjà prêt à tendre un maître, eh bien, il y en a partout des maîtres. Tu peux apprendre. Tout à l'heure, je regardais, avant qu'on démarre, un épisode des Experts Miami. Mais il s'avère que quand je regarde, j'ai l'impression de travailler parce que c'est le personnage fil rouge de mon spectacle que je reprends au mois de décembre. Et tu peux apprendre même d'un feuilleton si tu t'es préparé, si ton esprit est prêt à, tiens, ça c'est intéressant. Dans une lecture parfois un peu moins roborative, mais tu prends quand même un échange. Tu peux apprendre de toutes les situations. Pierre Deschamps, il m'a appris à manger. Il m'a appris à manger, à mastiquer, à poser mes couverts. Alors, je le fais de temps en temps, mais c'est tellement difficile pour moi qui ai l'habitude d'engouffrer. Et progressivement, je tente de donner suite à cet enseignement-là. Et c'est ça, toutes les facettes de la vie sont des lieux d'apprentissage formidables. Et quand tu disais que je vis 1000 vies, en réalité, non. Je vis une seule vie qui est passionnée. C'est la formule de Chamfort, les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Moi, je préfère réellement me situer dans la deuxième catégorie. Mais la vie, c'est une boule à facettes. À toi de faire en sorte que toutes les facettes étincellent. Et si ce n'est pas le cas, ben, tant pis. Moi, j'essaie de les faire scintiller toutes. Tout à fait. Et là, je trouve qu'on est en face d'une belle pépite, hein, parce que j'espère pouvoir justement, avec ces différentes interviews, pouvoir inspirer les entrepreneurs qui puissent puiser dans les différentes expériences de chaque entrepreneur que je vais interviewer. Et donc, par exemple, ici, le fait de se dire, OK, il y a peut-être une phrase, peut-être une image, une métaphore, un livre, une rencontre qui peut redonner un peu l'envie de se dépasser, se dire, ben voilà, on n'est pas seul dans ce chemin. Quand tu parles de ne pas pouvoir se débrouiller seul, je suis à 200% sur cet état d'esprit. Et j'aime utiliser maintenant cette phrase qui dit la vie, c'est un sport individuel que l'on pratique en équipe. Parce que le matin, pour te lever, tu es seul à te botter le derrière. Mais effectivement, dans la vie de tous les jours, tu vas avoir besoin et tu vas te nourrir des rencontres. Et comme tu le dis, parfois, ce sont des rencontres qui sont plus difficiles et parfois, ce sont des rencontres beaucoup plus faciles. Donc, clairement, là, on est
sur vraiment le cœur de la mission de cette interview, du podcast, c'est de pouvoir inspirer sur des petits détails. Alors justement, on va passer à une autre partie maintenant, parce que tu vis donc une vie à 1000 facettes. Je change un petit peu ma question, mais si je reprends, tu dis? Je prends ça. Voilà. Si je reprends un petit peu les différentes facettes entre comédien, blogueur, auteur, conférencier, chanteur, cavalier, maître PNL, chroniqueur, professeur à la Solvay Business School, fondateur de la Eagle Academy, est-ce que tu pourrais partager avec nous certaines de tes pépites pour pouvoir tenir le cap, l'endurance? On l'a dit tout à l'heure, hein, tu as la pulsion de cette curiosité, de cette envie de vivre. Mais est-ce que tu as des super pouvoirs ou est-ce que tu instaures des routines en particulier? Alors, pour avoir suivi certains de tes cours, je sais qu'après une journée de formation, tes baskets et ton short t'attendent dans la bagnole, s'échauffent déjà, je les connais, et comme ça, ils sont déjà prêts à transpirer en salle de sport. Donc, qu'est-ce qu'au fur et à mesure des années, tu as mis en place, je dirais, dans 4 domaines que je vais développer sous forme de 4 images de mon mentor Paul Chek, justement. Docteur Repos, donc qu'est-ce que tu fais pour te recharger physiquement, mentalement? Docteur Menu, au niveau de tes habitudes alimentaires, à part déposer tes couverts, qui est effectivement, hein, je te le confirme, un challenge pour 99% de la population. Docteur Mouvement, et d'ailleurs, ces 3 docteurs sont 3 docteurs que tu connais peut-être, puisque c'est Aristote qui en avait parlé. Non, c'est Hippocrate, autant pour moi. Hippocrate qui disait, ben voilà, ton premier médecin, c'est ta nutrition, mais il disait aussi qu'il fallait pouvoir se reposer de manière qualitative. Et il en avait ajouté un 3e, c'était le docteur Bonheur. Qu'est-ce qui te pousse justement à te lever le matin? Paul Chek, en 2000, au XXIe siècle, a rajouté docteur Mouvement, parce qu'on est devenu tellement sédentaire aujourd'hui. On l'a bien vu durant le confinement, hein. Ma première expérience de sédentaire a été en avril 2020, puisque comme tout le monde, je me suis retrouvé à la maison, ce qui ne m'était jamais arrivé. Mais comment toi, au fur et à mesure de cette vie à 1000 facettes, tu as développé une hygiène santé qui te permet de garder le cap? Parce que tu nous dis reprendre les planches en décembre pour ton one-man show, tu ne peux pas être fatigué ce jour-là. Tu peux avoir l'adrénaline, mais tu ne peux pas être épuisé au bout de ta vie. Non. Alors, comment fais-tu? Bon, comment je fais? D'abord, l'envie est immense. Mon réservoir d'envie est débordant. C'est comme s'il ne se vidait jamais. Et quand il se vide et que je prends un coup sur la tête, ça vient de m'arriver il y a quelques jours d'ailleurs, donc, mais comme tout le monde, on prend des coups sur la tête, mais je me relève très, très, très vite. Et j'ai pas tellement de routine, si ce n'est mon bain du matin, j'y tiens. Parfois, je me trouve dans un endroit où il y a une douche, ma foi, je prends une douche, mais le bain est intéressant parce que tu peux te poser avant de partir et visualiser ta journée telle que tu as envie de la vivre. Alors, je vais passer sur, je me fixe des objectifs parce que je m'en fixe, oui, mais je ne suis pas un acharné de l'objectif fixé. Pour autant, ça fait partie des lieux communs dans le développement personnel. Pour info, je déteste l'expression développement personnel, ça me gave. Je pourrais expliquer pourquoi. Et donc, je me fixe des rendez-vous. C'est ça mon truc. Je fixe des rendez-vous. J'ai des rendez-vous comme au théâtre. Au théâtre, dans une pièce, tu as des rendez-vous. Et il y a des pièces qui méritent, voire qui exigent rendez-vous sur rendez-vous. Si tu joues un Feydeau, qui est une réelle mécanique assez complexe, puisque ces vaudevilles sont des mécaniques, hein, littéralement, et tu dois respecter les didascalies, le plus souvent, à savoir les commentaires de l'auteur dans son texte. Donc, tu vas de rendez-vous à rendez-vous. Tu n'as pas beaucoup d'espace de liberté. Je te donne cet exemple-là. Quand j'anime une conférence d'1 heure, les rendez-vous sont très rapprochés. Je n'ai pas non plus beaucoup d'espace de liberté. Quand tu suis, comme ce fut ton cas, 10 fois une journée de formation sur 1 an, il est clair que si aujourd'hui je déborde sur tel sujet, ce n'est pas grave.
je me récupérerai la fois prochaine. Donc là, les rendez-vous sont un peu plus espacés. Et bien, ce concept de rendez-vous, je me l'applique à ma vie en général, de façon fractale. Donc, il y a des rendez-vous, les rendez-vous pour l'heure, il y a les rendez-vous pour la journée, il y a les rendez-vous pour la semaine, le mois, le semestre, etc. Et le spectacle, c'est un rendez-vous le 11 décembre. Ça ne dit pas que j'ai des rendez-vous en salle de sport 3, 4, 5 fois par semaine. Ça ne dit pas mes rendez-vous avec ma prof d'équitation ou avec mes chevaux pour aller promener, mais j'en ai aussi. Je me dis, je veux au moins 1, 2 leçons d'équitation, 1 leçon de tennis, 1 leçon de piano, 1 leçon de chant, mon coaching avec mon prof de boxe. Voilà. Et je prends des rendez-vous avec moi, mais aussi parce que ça m'aide avec d'autres. Cela étant, je n'ai pas besoin d'un partenaire d'entraînement pour m'entraîner. Hein. Soyons clairs là-dessus. Je ne suis pas comme ces gens qu'on doit absolument prendre par la main. Mais les rendez-vous font que, comme je suis quelqu'un de respectueux et de ponctuel, quand j'ai un rendez-vous avec quiconque, surtout avec la personne la plus importante de ma vie, moi, eh bien, je l'honore. C'est ça. Donc, c'est honorer ton rythme et le prévoir à l'avance, quel que soit le domaine. Alors, au niveau Oui. de tes moments de pause, comme le matin, qui te permettent de te projeter dans ta journée, que ce soit les moments où tu vas monter à cheval, où j'imagine, là, tu l'as souvent dit, c'est d'être présent ici et maintenant et de pouvoir justement profiter de cet instant. Et avec le cheval, je ne suis qu'un piètre cavalier. Je suis monté 2 fois à cheval et un jour, j'ai cru que j'allais mourir. Mais on est obligé d'être présent parce que le cheval va tout ressentir. Donc là, j'imagine que tu as ces moments privilégiés avec toi-même, les moments de sport. Au niveau alimentaire, est-ce que tu suis quelque chose en particulier ou comment tu fais? Oui, juste revenir sur ce qu'on vient d'évoquer pour donner des précisions qui me semblent utiles. Bien sûr. L'instant présent, le hic et nunc, ici et maintenant, carpe diem, peu importe comment on le nomme, oui. Et ce qui permet ça, à mon sens, c'est 2 choses. Le fait de cloisonner. Quand je suis en train de boxer ou de chanter, je ne suis qu'en train de boxer ou de chanter. Quand je suis à cheval, je ne suis qu'à cheval. Ce qui est plus difficile quand ta vie est perturbée, c'est plus difficile dans l'exercice de la lecture, par exemple. C'est plus difficile de lire sans être pollué par des pensées qui n'ont rien à voir avec ton livre ou ton article. Mais quand le corps est en action, c'est plus simple, à mon avis, hein, d'être dans l'instant présent. Et alors, ce qui est important, c'est de cloisonner, comme je le disais, même si je vis, et je te le dis, je suis en plein dedans, une période extrêmement chahutée, houleuse. Ok, ben, il y a des moments où je vais m'effondrer et je pleure comme tout le monde, mais quand je suis à cheval, je suis à cheval. À ce moment-là, je suis pleinement vivant à cheval que à cheval. Et quand je travaille, je ne suis que dans mon rôle d'Eagle Coach. Ça, c'est important. Et la deuxième notion qui est clé, c'est celle d'intensité. D'intensité. Tu peux faire quoi que ce soit avec une intensité faible, moyenne ou forte. Moi, je choisis le plus souvent qu'elle soit forte, notamment à l'entraînement, c'est-à-dire en salle de fitness. Je ne m'entraîne pas longtemps, en réalité. Je ne m'entraîne pas longtemps, mais je travaille beaucoup en superset. Je mets énormément d'intensité. Et moi, j'ai des meilleurs résultats comme ça. Je ne trimballe pas mon téléphone d'une machine à l'autre. Je ne l'ai d'ailleurs pas en salle avec moi. C'est des détails, hein, mais c'est comme ça aussi que tu peux réussir à te concentrer et être pleinement en pleine conscience de ce que tu fais. C'est-à-dire que quand je pousse, quand je soulève de la fonte, je ne suis pas en train de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais raconter demain lors de ma conférence? Clairement, clairement. Super. En tout cas, un tout grand merci de partager un petit peu comme ça tes routines et ce qui te permet aujourd'hui, encore une fois, de pouvoir performer. Je sais que la performance et la qualité est vraiment quelque chose que l'on ressent quand on suit des conférences ou quand on suit des formations avec toi. Mais fatalement, c'est un travail derrière pour pouvoir montrer cette performance. Alors, une dernière question, Fabien. En tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par des moments difficiles, qui ont peut-être encore des moments difficiles. Tu dis toi-même, effectivement, en ce moment, avoir une période où, je dirais, la mer n'est pas totalement calme. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Quelle astuce toi-même, quand ça devient comme ça, trop chahuté, trop de tempêtes, quel est le conseil ou l'élément qui te permet de respirer, de sortir la tête de l'eau et de te dire, OK, là,
je fais un pas en arrière ou comment tu fais? Ouais, c'est très simple. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va parler à tous, quoique le premier élément me semble important, mais il y a des personnes qui ne vont pas s'y retrouver, quelqu'un de très introverti, qui n'aime pas s'exprimer, surtout pas quand ça va mal, va avoir du mal à être réceptif à ça, mais moi j'ai besoin d'être entouré. J'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin d'être accompagné par des personnes autour de moi, que ce soit des coachs, des thérapeutes, un ami qui m'est cher, ma propre mère qui m'a toujours soutenu. Et quand tu en viens à poser un regard sur toi-même qui est peu amène, parce que quand les choses sont difficiles, tu as tôt fait de t'auto-flageller, de te vilipender, de trouver que tu es sale, que tu es laid, que ton comportement n'a pas été juste, peu importe. Moi, en tout cas, je tombe vite dans ce travers. Et j'ai un ami, Lucas, par exemple, qui n'hésite pas à me recadrer gentiment. Il m'écoute énormément. Lui-même vit une situation très compliquée parce que c'est un producteur de spectacle. Donc, inutile de dire que depuis la crise sanitaire, il déguste. Et l'amitié, elle est là. Il déguste plus que quiconque. Mais ayant vu en difficulté, il a laissé ses problèmes de côté. Pour moi, il est l'incarnation même de l'amitié à cet égard. Et donc, ces gens me tiennent debout, me tiennent droit parce qu'ils écoutent pour comprendre et ils écoutent sans juger. Et puis, me renvoient des choses et de temps en temps, bing, ça fait un déclic, ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon de la vente, un insight, un effet wow. Pierre Dechamps fait partie de ces personnes qui peuvent écouter. Et c'est précieux, ça a l'air banal, c'est comme la bienveillance, c'est devenu tellement galvaudé cette expression que ça finit par irriter. Mais l'écoute sans le jugement, c'est rare. Et quand tu as la chance d'avoir autour de toi des personnes qui incarnent ça, eh bien, profites-en et célèbre et remercie et tâche d'être à ton tour de cette veine-là, d'écouter aussi sans juger. Je sais que Spinoza dit que tout est déterminé. Alors parfois on pourrait se dire, bah, ma foi, si ça s'est passé comme ça, c'est que ce n'était pas possible autrement. J'en suis pas là, bien sûr, mais leur non-jugement me facilite la tâche quant à ne pas me juger moi-même, justement. Et récemment, alors là, ça c'est tout récent, mais c'est bête comme chou, hein, par contre, ce que je vais dire, c'est bête. Je me suis aperçu qu'il était vraiment temps que je m'applique à moi-même ce que j'enseigne et ce que j'ai appris en PNL, à savoir devenir le publicitaire numéro 1 de Fabien Delahaut. Hein, par exemple, depuis des décades, je me lève pour Danette, depuis des décades, de Perrier, c'est fou, et depuis des décades, grâce à certaines paires de chaussures, Just Do It. Et puisque les slogans publicitaires finissent par marquer les esprits, autant utiliser un slogan pour toi. Ouais. Eh bien, depuis quelques jours, donc depuis le moment où cette crise personnelle a éclaté, tous les jours, je le jure, je le fais. Je me dis que je m'aime, que je suis un mec bien, que j'apporte de la valeur aux gens, etc. Je me dis ça à haute voix et avec intention et avec intensité. Au début, c'est étrange. Oui, clairement. Mais au bout d'une dizaine de fois, ça fait réellement du bien. Réellement du bien. Donc, ça, c'est la première chose, c'est d'être très entouré. Et puis, tu sais, quand une bâtisse s'écroule, il reste peut-être quelques murs. Eh bien, je me concentre sur les murs porteurs. Les quelques murs porteurs qui demeurent, ils demeurent. Tu les as cités. Le travail, bien sûr, mais aussi le sport, les chevaux. Entre eux, peut-être que ça vacille, mais il reste les murs porteurs. Et ça ne change pas. C'est comme quand en entreprise, on veut expliquer aux gens le changement. Les managers érudent parce que leurs équipiers n'aiment pas le changement, mais en fait, eux non plus. Mais ce qu'on oublie de dire en entreprise quand changement il y a, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est tout ce qui ne change pas. Et ce qu'on oublie de leur dire, c'est que le changement, c'est regarder la réalité en face telle qu'elle est. C'est ça la gestion du changement. C'est quand on regarde la réalité, or la réalité, elle est toujours déjà changeante. Et bon, on est venu à parler de certaines difficultés personnelles,
mais tu as évoqué avant l'interview la crise qui a plongé de nombreuses personnes, entrepreneurs compris, dans un profond désarroi. Je ne l'ai pas vécu comme ça. Ça n'a pas tellement changé ma vie à moi. Bon, évidemment, j'ai des moments d'énervement, de frustration comme chacun, mais ma conception des choses, c'est que de toute façon, on est dans un océan, que parfois la mer est d'huile, mais c'est rare, et que très souvent, il y a des creux. Ici, on a vécu des creux un peu plus importants, mais précisément, c'est dans la tempête qu'on connaît le capitaine. Au port, c'est facile, tu te mets un képi, je monte sur un yacht, je peux faire croire à tout le monde que je dirige ce bateau. Mais je trouve que c'est… Et si on veut regarder les choses en face, puisque c'est ça que je viens de proposer, le monde s'en est bien tiré durant cette crise sanitaire. Les gens ont d'abord pris un coup sur la tête, mais très vite, ils se sont remis en marche, ils se sont remis en route, autrement, différemment. Mais si l'être humain est fragile, il n'est pas forcément faible, puisque la faiblesse, c'est l'antinomie de la force. La fragilité, c'est différent. Et le monde entier a démontré sa capacité à se réinventer. Ça aussi, c'est quelque chose de clé. Pour revenir à la notion d'instant présent, l'instant présent, c'est quand tu te réinventes en permanence. En permanence. Quand tu bois, là, je bois mon verre d'eau, est-ce que je l'ai bu 3 fois de la même manière? J'espère que non. Mais pour ça, il faut une pleine conscience. Et goûter, c'est pas, tiens, j'avale trois gorgées pendant que David pose sa question. C'est, je peux quand même savourer la gorgée. J'y arrive pas. Hein. J'arrive très peu. J'arrive très peu, mais j'y travaille pour y arriver de plus en plus. Tu te poses la question et tu prends du recul à ta santé, justement là où, au moment où tu en as besoin. Et pour revenir sur ton premier élément, c'est quelque chose qui, au niveau biologique, est de plus en plus étudié et compris. C'est qu'effectivement, se sentir entouré par des gens et se sentir en sécurité, c'est là où le corps se régénère au niveau physiologique. Et donc, c'est clairement important de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, hein, on est seul face à nos émotions, nos sensations, nos difficultés, mais il faut aller chercher parfois de l'aide et être justement montrer sa fragilité et demander de l'aide à quelqu'un avec lequel on se sent en pleine sécurité pour pouvoir justement pouvoir poser les choses et peut-être voir les choses d'une autre façon et prendre ce recul nécessaire. Donc en tout cas, un tout grand merci, Fabien, pour ces deux conseils, pour cette interview. Je sais que maintenant, tu es dans une période, au-delà des challenges personnels, tu as un challenge professionnel assez important, un événement très important, puisque tu as la Eagle Sail Sport qui se déroule très bientôt. Je vais mettre les références dans le descriptif avec cette très belle vidéo qui présente justement cet événement, voilà, qui en est à sa 5e édition. Et dans la 6e, voilà, dans laquelle on voit effectivement que l'aspect physique, soit de l'apparence, soit de l'énergie avec les différents coachs qui font partie de ton équipe, sont présents. Donc, même la nutrition, même les repas sont choisis, sont calibrés pour que le groupe puisse avoir de l'énergie 18 heures, 20 heures par jour, sans coup de barre. Voilà. Tout est calculé, tout est balisé. Et donc ça, tu l'avais dès la première édition, cette recherche de pouvoir apporter, voilà, absolument, à des jeunes entrepreneurs, enfin des jeunes ou des moins jeunes, mais en tout cas des petits entrepreneurs, la manière de pouvoir, comme tu l'as dit, être leur meilleur ambassadeur, leur meilleur commercial, leur meilleur vendeur, pour pouvoir proposer ce pourquoi ils travaillent. On ne va plus compter les heures d'un entrepreneur, mais c'est ça que tu leur proposes sur plusieurs jours. Oui, absolument. Hein. C'est un concept global. L'accroche, c'est vous allez devenir de meilleurs vendeurs parce que c'est le seul programme, et c'est révolutionnaire en ce sens, qui soit basé exclusivement sur les dernières recherches en neurosciences. Donc, on offre carrément le script de vente parfait, qui est une parfaite Formule 1 aussi, mais ce n'est pas parce que tu maîtrises le script de vente parfait que tu deviens un excellent vendeur ou un excellent entrepreneur. Et ça passe essentiellement par le mindset, l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est l'état de ton esprit. C'est la façon dont tu envisages la vie. Pour moi, la vente, c'est la vie. Et les personnes qui participent à Eagle Sales Power se rendent très vite compte
que c'est plutôt Eagle Life Power, comme l'a dit l'un des participants de la toute première édition. C'est de ça dont il est question. On leur réapprend à manger, on leur montre que quand on s'alimente d'une certaine façon, soudain, on a une énergie extraordinaire, qu'on peut dormir même un peu moins, qu'on peut emmagasiner davantage, qu'on peut battre ses propres records. Mais nous avons des vies tellement déséquilibrées. Tu sais, ce qui me fascine depuis des années, c'est à quel point mes chevaux sont mieux alimentés, mieux nourris que moi. Parce qu'un cheval, c'est tellement fragile, ça peut te faire des coliques à une vitesse, avoir des bouchons, etc., qu'on les nourrit aux mêmes heures le matin, mêmes heures le soir. On est attentif à la qualité du foin, attentif au dosage. C'est très, très, très précis. Et on le voit, hein, dès qu'on change l'alimentation, on peut avoir des perturbations. Je l'ai eu récemment avec un jeune pur sang, je l'ai changé d'endroit, il a changé d'alimentation, il m'a fait un bouchon. Et on a eu quand même un peu peur. Tout ça pour dire que si on s'alimentait, si on se pensait comme des athlètes, c'était le terme d'Alain Goudsmet, un concurrent, enfin le soleil brille pour tout le monde, qui avait écrit ce livre remarquable, L'athlète d'entreprise. Je pense qu'on ne se considère pas assez des athlètes. Moi, je me considère quand même plutôt comme un athlète. Donc, je suis attentif à mon sommeil, mais je dors malheureusement trop peu. Je n'hésite pas à provoquer une sieste en cours de journée pour récupérer. Je prends beaucoup de compléments alimentaires. Je suis suivi par un médecin spécialisé en anti-âge qui vérifie ma prise de sang tous les X mois, d'un manque de fer, manque de vitamine D. Bon, tout ça est équilibré et je suis hyper compliant. Donc, je prends soin de mon corps, comme dit le proverbe indien, pour que mon âme ait envie d'y séjourner. Exactement, et je pense que ça, c'est un très beau résumé parce que, effectivement, quand le corps ne va pas bien, tu le dis, hein, chez le cheval, ça se voit tout de suite, mais ouais. Quand toi et moi, on a une Trafalgar, voilà, eh bien, on n'est plus capable ni de penser correctement, ni d'agir correctement. Donc, le corps est extrêmement important. Juste un autre conseil, si vous voulez vous lancer dans une activité physique, c'est bête ce que je vais dire, mais faites quelque chose que vous aimez. N'allez pas en salle de fitness parce qu'il faut bien faire du sport. Moi, un jour, j'avais lu d'un médecin, il disait la meilleure activité physique possible, c'est 30 minutes de marche par jour. Mais moi, ça, c'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible. C'est comme la méditation. Beaucoup de gens ne jurent que par là. Pour moi, c'est impossible. Je n'ai pas accès à ça. Ça ne me convient pas. Tu vois? Et tous les rituels, alors les rituels du matin, il y a des tas d'ouvrages là-dessus. Ça convient à certains, moi, ça ne me convient pas. Et souvent, ce sont des rituels qui font 25 heures, donc c'est compliqué. Et donc, il faut quand même être mu aussi par l'amour. Je pense que le mot qu'on n'a pas employé du tout, mais c'est le mot le plus important, c'est ça. J'aime les gens et donc j'ai appris à communiquer pour aller vers eux et donc j'ai appris à les écouter. J'aime les gens, c'est pour ça que je suis avec toi. J'aime les gens, c'est pour ça que je dois m'aimer aussi et prendre soin de moi. Et quand tu aimes les gens, tu prends soin d'eux, comme je prends soin de mes clients lors d'Eagle Sales Power ou de n'importe quelle autre formation. Le vrai moteur, et je ne suis pas chrétien, je ne suis pas catholique, je suis athée, donc ce n'est pas compliqué, mais le moteur, c'est ça. Tout à fait. Ce n'est que ça. C'est le moteur, s'aimer avec ses fissures. Hein, je pense que tu avais utilisé ça. Oui. Voilà, oui. dans le mantra des aigles, parce qu'effectivement, on ne peut pas aimer les gens si on veut les changer à sa manière. Tu l'as dit précédemment dans l'interview que fatalement, on va être influencé par son environnement, sa culture. Et aujourd'hui, les études le montrent. Tu parlais du jeune nazi en Allemagne nazie. Ben oui, son cerveau va être modelé par sa culture. Et donc, on a la culture sociale et puis on a la culture de la famille. Donc, fatalement, sortir de ces éléments-là, c'est difficile. Sortir de cette notion de performance. Parce qu'effectivement, nous sommes tous des athlètes. On a la même génétique que les hommes et les femmes d'il y a 9000 ans. Et ils faisaient des performances physiques bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, il faut pouvoir mettre la performance par rapport à ce dont on désire faire. Et donc, la performance, c'est juste pouvoir profiter de sa journée avec toutes les activités qu'on veut y faire. Aimer, être dans la performance, mais cette performance définie par rapport à ses propres, je dirais, balises, faire du sport, mais quelque chose que l'on aime, donc trouver son équilibre. Et je pense que l'entrepreneur, s'il veut profiter de son expérience entrepreneuriale, il doit trouver cet équilibre. Il doit pouvoir
sortir et prendre de la hauteur, comme un aigle, pour voir, tiens, mais en ce moment, que se passe-t-il dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale? Qu'est-ce qui est à modifier et comment je peux rééquilibrer un peu ces différents éléments? Un magnifique résumé, David. Mais en tout cas, un tout grand merci, Fabien, pour ton temps. Je te remercie de nous avoir partagé une partie de ton expérience personnelle, entrepreneuriale, tes conseils. Est-ce que tu as une dernière chose éventuellement à rajouter? La dernière chose que j'ai envie de rajouter, c'est que si vous n'exploitez pas votre propre talent, votre talent le plus éclatant, vous en privez toute la communauté. Et que s'il y a bien un devoir qui est le nôtre, c'est d'exploiter notre talent, ce qui fait que nous sommes uniques, car nous sommes tous les mêmes, mais tous différents. Et celui qui ne va pas explorer ce chantier-là, qui a peut-être un joyau sous les gravats et qu'elle n'a pas décidé de le polir, alors il s'en prive et il nous en prive. Et donc, s'élever, c'est ma mission, c'est mon obsession, m'élever pour élever les autres pour m'élever. Mais s'élever, à mon sens, pour chaque être humain, c'est un devoir. Un devoir, et tu le dis bien, de pouvoir travailler sur ce chantier. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui réussissent, ils l'ont eu avec des super pouvoirs. C'est une des questions que je t'ai posées. Mais non, ça se travaille. Si on a un diamant, il faut le polir pour l'améliorer et effectivement le partager avec la communauté et qu'elle soit de 10 personnes ou de 1 million de personnes selon les fameux followers qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui représentent peut-être peu de choses ou beaucoup, ça dépend pour chacun, mais en tout cas, comme tu le dis, il faut pouvoir le partager. Et on a, je pense, tous effectivement quelque chose à partager, une pépite à partager avec son entourage. Encore une fois, j'étais très content, Fabien, de pouvoir faire cette interview. Je te remercie pour ton temps, parce que je sais qu'il est compté. Tu avais pas mal de rendez-vous, tu as pu en prendre un avec moi. Beaucoup de rendez-vous avec moi, d'ailleurs. C'est ce qu'on retiendra aussi, c'est ce que j'espère la communauté pourra retenir. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur Fabien, sur la Eagle Academy, tous les détails seront en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec lui, à suivre également sa chaîne YouTube. Il y a beaucoup de pépites, on n'a pas parlé non plus, mais la Minute du Coach peut déjà vous donner pas mal de pépites. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview. Et d'ici là, prenez soin de vous. Prends bien soin de toi, Fabien. Moi aussi. À très bientôt. Salut, salut. Au revoir.